Préfiguration, je donne des conférences d'histoire de l'art, d'histoire des idées et d'histoire de la photo, particulièrement avec le Studio Déclic. Et vous retrouvez sur la chaîne du Studio Déclic les conférences. Voici la 9e qui va nous parler, la voici tout de suite, d'un sujet qui est redoutable, passionnant et compliqué, et pour lequel je n'aurai pas la réponse en partant, mais avec lequel je vais, avec vous, je vais partager cette enquête. Voilà, parce que le studio Déclic, c'est une galerie, c'est un lieu de prise de vue, un lieu de portrait, un lieu de reproduction d'images. Et donc, l'idée de faire de l'histoire de l'art avec un magasin artisan et en même temps créatif, voilà, fait que cette histoire de la photo, on l'a vu depuis 9 séances. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de Préfiguration et du studio Déclic. Eh bien, ça permet de comprendre que cette histoire de la photo, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'histoire de l'art. Et on va le voir avec cette question de la photo anonyme. Est-ce qu'on peut faire une histoire de la photo, une histoire de l'art anonyme à partir d'objets anonymes faits par des anonymes? Grande question, compliquée question et intéressante question. Et j'ai tendance, me voilà 2 fois, si vous voulez capturer les livres sur lesquels je vais m'appuyer, les voici. C'est très étonnant à constater, mais la photo anonyme n'est un sujet qui passionne tout le monde. On a 1977, le snapshot de Brian Coe, Paul Gates. On a un American Snapshot. Il y a la photo que Clément Chéroux va appeler vernaculaire, c'est-à-dire qui est faite, entre guillemets, sans intention artistique. Comment on qualifie la photo amateur et la photo anonyme, comment on les distingue. On va le retrouver, vous voyez, Clément Chéroux dans ce petit hors-série art presse qui est remarquable. Et je vais m'appuyer sur un article tout à fait passionnant qu'on retrouve en ligne, que je vais vous citer régulièrement, de Michel Friseau, qui notamment a publié cette nouvelle histoire de la photographie. Donc on a des éléments récents et qui se sont surtout développés dans les années 90, 1990. On pourrait conclure presque avec une des dernières images. Vous voyez, c'est en 2020 que l'Institut national d'histoire de l'art, on est 2020, c'est quand même pas très vieux, et 22 janvier, l'idée de photographie vernaculaire de choses. Les Américains ont une expression qui est intéressante parce qu'elle est différente. Ils parlent de folk art. Et l'idée de folk, vous voyez, Bob Dylan, il y a quelque chose qui est lié à la campagne, qui est lié à l'authenticité. Et chez nous, Hugo Frey, Michel Delpech, voilà, le terroir, il y a quelque chose de péjoratif en fait, parce que quelque chose qui ne passerait pas par un langage savant, on va dire, ou par quelque chose qui serait appris. On a parlé d'art brut qui s'est développé à un moment donné. Voilà comment on peut qualifier. Ça, c'est assez récent en France parce qu'on a beaucoup fait une histoire de l'art par les auteurs, par le nom, par le créateur, ou une histoire de l'art et de la photo par les sujets, en fait. On a Clément Chéroux l'indique bien dans cette petite interview. Finalement, en France, la réception a été plus exclusive parce que les premières expositions de photos qu'on va appeler vernaculaires, si vous voulez bien, 1937 au MoMA et puis 1944 aux American Snapshot, on a presque il y a un siècle, montré des images d'instantanés d'amateurs. Comment on les expose? Alors, supposons que c'est de l'art. Voilà, partons de ce principe. Comment on choisit parce qu'il y a un élément qui est le plus important de tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que ces photos amateurs, on va commencer par anonymes, faites soit par des gens qu'on ne connaît pas ou qui ont disparu ou qu'on redécouvrira, 3 possibilités, montrant des gens inconnus également, c'est la majorité de la production photographique. Il y aurait quelque chose à explorer, ça me fera un sujet pour ma retraite, sur le lien entre la peinture amateur et la peinture reconnue dans les musées. La photographie amateur a ceci de différent avec la peinture que tout simplement, elle est produite par un outil auquel on a accès assez tôt et qui va faire que la distinction n'est pas un savoir-faire acquis, appris avec une technique de peinture, de mélange, de dessin, de choses qui fait que de reconnaissance par le musée, on peut pratiquer la photo très très facilement. Et donc Clément Chéroux explique que la réception en France a été plus exclusive, la reconnaissance institutionnelle de la photo n'est pas antérieure à 1970-1980. Ça paraît très très étonnant, c'est Centre de la photo 82, Musée de la photo 84.
La génération de critiques et de conservateurs actifs dans les années 70 et 80 a donc mis l'accent sur les pratiques artistiques. Et pourquoi est-ce que c'était un peu différent? Parce que cette conception plutôt anglo-saxonne de la pratique, de l'usage, de la circulation des images ne passait pas par un statut d'auteur. Et on va voir que c'est au cœur de cette question. On verra dans la conclusion qui est restée jusqu'au bout. Alors si vous voyez ça en vidéo, allez directement à la fin. La pratique amateur va nourrir, par exemple, toute la photo surréaliste de Man Ray, de Boifard, on va le voir facilement. Et même des gens comme Diane Arbus ou Walker Evans vont s'intéresser aux États-Unis à la photographie, aux photographes ambulants pour Evans, à la photo d'architecture, la carte postale, et pour Diane Arbus aux albums de famille. Ce qui fait que cette relecture-là, elle est récente. Alors, elle part d'une raison simple, en fait, qu'on peut analyser donc avec ces deux auteurs sur lesquels je vais m'appuyer. Cet Open Edition Journal, cet article, on le trouve en ligne. Je vais m'appuyer dessus. C'est l'occasion que vous alliez le lire aussi. Je ne l'ai pas mis dans la biographie, mais ça pourrait s'y prêter tout à fait. Voilà, amateur anonyme, la question de l'autorat. Qui est auteur d'une photo amateur et anonyme? Est-ce qu'on pourrait assez facilement savoir que mon père, Jean Senot, a fait une photo de moi quand j'étais petit, donc on connaîtrait l'auteur, mais il n'y a pas l'idée d'autorat avec un grand A, en fait. Et donc, cette idée d'autorité que donne l'auteur. C'est déjà le premier axe qui va nous intéresser pour questionner une histoire de l'art qui s'est beaucoup faite autour de la notion de créateur et d'artiste remarquable qui aurait une personnalité à faire avancer. Ce que Friso raconte dans ce petit article, c'est tout simplement que au début, on a une diffusion en fait, des appareils qui vont, dès les années 1871, Maddox, encore un anglais, qui va permettre d'avoir des plaques sèches. On a parlé du collodion humide qui permettait de faire des photos assez rapidement, des instantanés. C'est ce qu'on a regardé comme imaginaire qui fait partie de la compréhension de la photo. Donc, il y a une invention technique. Il y a toujours des éléments techniques qui viennent faire un aller-retour entre la pratique usuelle et la diffusion de ces images, et à la fois pour prendre, développer et faire connaître, il y a toujours quelque chose qui a rapport avec le métier du studio déclic. Et puis des appareils photo. Alors, on en a aussi au studio, allez à Étampes les voir. On a un appareil photo qui s'appelle le Détective, dont le nom indique bien que ça va permettre de faire des photos un peu discrètement. Là, on est vous le voyez en haut, 1883. On va dire sur la deuxième partie du 19e siècle, je vais rester sur ces 1850-1900 et l'impact que ça va avoir jusqu'au surréalisme de 1924. Voilà à peu près mon élément central et le plan que je voudrais suivre pour voir si une photographie anonyme peut avoir une pertinence et dans un deuxième temps, comment on peut la classer en fait, si on n'a plus la notion d'auteur, si on ne sait même pas de quoi ça parle, comment on peut l'exposer, comment on peut lui donner un statut, comment on peut en faire des livres. C'est là où notre enquête de détective va nous amener à des suppositions avec Chéreau et Friso, plus qu'à des conclusions. Mais finalement, ce questionnement sur est-ce que l'art se passe par des auteurs, est-ce qu'il passe par les outils, est-ce qu'il passe par la diffusion de l'image, est-ce qu'il passe par le collectionneur, celui qui va collecter l'ensemble, c'est pas mal de se poser les questions. Déjà, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on va faire. Mais ce système de prendre des images qui circuleraient, vous imaginez bien que c'est au cœur de notre vie d'Internet. C'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes artistes que j'ai la chance de participer à former en classe prépa, ils sont confrontés à des milliards d'images en continu. Donc, faire des images dans un monde d'images, c'est un des sujets de l'art d'aujourd'hui. Voilà, le détective américain. Et puis, on en a parlé, la Kodak caméra, avec ce sens du marketing merveilleux, presser le bouton, nous faisons le reste. Donc une pratique, je l'ai montré, voilà, Eastman lui-même qui est en train de faire une photo, pris en photo, on en a parlé, voilà, dans cette idée d'instantané, il faut que les choses arrivent d'un seul coup, en presque rien. Et puis on est en 1895, là on était en 1888, le Kodak Pocket, dont vous voyez qu'on peut s'en servir un peu partout. Et puis, si vous connaissez moins l'histoire de la photo, plus l'histoire de la peinture,
quelque chose qui va bien vous intéresser parce que depuis quelques années au musée d'Orsay, on s'est intéressé à ces sujets. C'est par exemple Pierre Bonnard, le photographe, le peintre, qui a ce Kodak Pocket et qui va donc s'amuser au début en amateur, au début dans une pratique amateur, Friso va le dire, c'est plutôt fait pour la boîte à chaussures à la fin, c'est-à-dire l'album de famille ou la pratique vraiment intime, qui fait que quand on sort ces images de leur contexte, ben, elles perdent et de leur source et de leur intérêt. Mais finalement, ce qui est nouveau dans la pratique de l'image et dans la façon de la regarder, voilà, Friso indique bien que on a des brownies, des box, et puis un peu plus tard, des folding, des instamatiques qui sont les grosses ventes du début du XXe siècle. Et cet amateur de base qui peut se satisfaire d'un appareil sans réglage, il n'y a pas de mise au point, il n'y a pas de diaphragme. Voilà, déjà, la pratique est un peu différente. Vous savez que la pratique technique a une importance dans l'apprentissage de la photographie à ses débuts, dans le matériel. Là, c'est fait pour tout le monde. Alors, Friso emploie un terme, hein, le texte sur lequel je m'appuie me permet je le montre en même temps que je l'explique, la déqualification de l'appareillage. C'est une des caractéristiques de la pratique amateur, c'est-à-dire on s'en fout un peu de comment c'est fait, on s'en fout un peu de la technique, on fait des photos, donc on va avoir des propriétés qui ont l'air d'appartenir au monde des images amateurs, le flou, la pose qui bouge, le décadrage, les superpositions, on n'a pas fait exprès, il y a plusieurs images l'une sur l'autre. Et puis, ce que dit Friso, c'est que ça appartient pas au photographique, hein, au photographique tel que l'art de la photo est en train de le développer, on l'a vu un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les photographies ne vont pas être jugées sur des principes étrangers. On va devoir juger les photos amateurs un peu comme elles sont, comme elles viennent. Et donc, pas sur une qualité artistique. Ce qui va être déjà, même dans les clubs de photo, une façon de disqualifier une pratique qui ne serait pas assez techniquement viable. Voilà, il y a déjà cet enjeu d'appréhender l'appareil, le posséder techniquement. Et dans la photo intime personnelle, ce n'est pas le sujet finalement. C'est pas ce qui va nous intéresser un siècle plus tard. Voilà, Bonnard et Vuillard qui ont cette pratique de la photo. Et je voulais dire, en parlant du musée d'Orsay, que depuis peu, on avait des expositions de ces deux peintres, Degas également, où on va non plus convoquer la photographie comme une pratique personnelle intime, mais au cœur d'une pratique personnelle intime, puisque Bonnard peut prendre en photo une modèle, une femme en train de se baigner, mais que quand ça commence à avoir des points communs avec sa propre peinture, avec sa pratique de l'image, ben on se rend compte que la distinction de toutes ces images les unes par rapport aux autres est plus compliquée que prévu. Et puis, ce changement de pratique de l'image, on le retrouve, voilà, le deuxième coup de génie de Kodak Eastman, c'est une caméra à $1, qui fait qu'on est en 1900, en 20 ans, la pratique de la photographie est 1839, ses débuts, 1850, c'est procédé beaucoup plus rapide pour capturer le temps et les instantanés qui vont avec. Mais ce que rajoute Friso, c'est qu'il ne s'agit donc pas seulement du type d'appareil qui peut permettre de qualifier la pratique de la photo amateur. On peut faire de la photo occasionnelle, de famille, pour le voyage, pour un album, avec des appareils beaucoup plus élaborés, en fait. Donc, ça ne peut pas être que la technique qui va distinguer ça. Entre guillemets, on ne peut pas dire non plus que c'est le loupé ou le mal fait de la photo qui pourrait permettre de le qualifier. Ce qui distingue cette catégorie, c'est la destination des images, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire. On peut, pour un cercle personnel familial, vos téléphones et les miens sont remplis de photos que, hélas, vous devriez, avec une clé USB, apporter au tuyau des clics à tirer, parce que la machine va le faire assez vite. Un album souvenir, si on a une occasion un peu particulière. Parce que la pratique de la photo anonyme, amateur dont on parle, les historiens de l'art, Friso, Chirou, ils mettent dedans les photos médicales, les photos scientifiques, les photos de constat, les photos de constat d'assurance. Vous voyez, une pratique de l'image qui est évidemment, c'est pour ça que le sujet est un peu audacieux et pas du tout dans l'histoire de l'art, mais elle est la grande majorité de la pratique. Alors, il ajoute que la boîte à chaussures, c'est le fruit de la paresse, et donc on trouve sur les
vide-grenier dans des tas d'endroits, dans les maisons que vous finissez par débarrasser quand un aïeul disparaît, des tas d'images dont on sait que faire, en fait, puisqu'on ne sait pas qui est dessus, on ne sait pas qui l'a faite. Et en ce moment, un documentaire est ressorti sur Viviane Meyer, la femme photographe au talent fou, qui, elle, fait partie d'une troisième catégorie d'anonymes, c'est-à-dire des gens qui étaient anonymes et dont on a découvert l'existence un peu plus tard. Cette pratique technique, elle est le premièrement de notre histoire de la photo anonyme. La seconde, c'est qu'on a des tas de photos dont on a perdu les auteurs. J'ai parlé de cette image-là, puisque j'ai parlé de l'histoire de la photo par le cadre la seconde fois. On a quand même une image qui est d'une complexité folle avec un couple, peut-être frères et sœurs ou couple, qui tiennent une image de eux peut-être plus petits avec des frères et sœurs peut-être disparus. Donc un cadre qui est dans le cadre, qui suggère des tas d'éléments beaucoup plus compliqués que ce qu'on croit qu'une photo peut faire. C'est quand même une image avec plein de niveaux d'images différentes. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'objet, en fait. C'est que, encore récemment, on va comprendre que la pratique de la photographie, c'est aussi celle de garder un souvenir de quelqu'un, de garder la trace de ce qui s'est passé, mais aussi de fabriquer un objet, vous voyez, un petit velours, coffre, petit levier pour fermer, qui finalement, si on élargit notre regard sur la photographie, si on arrête de la voir juste comme la fabrication d'une image, mais comme une pratique de l'image, c'est-à-dire dans laquelle celui qui prend la photo est impliqué, celui qui est pris en photo est impliqué, son corps, son regard, son attention. Et lointainement, si vous aimez cette image-là et que vous l'achetez, et que vous la posez chez vous pour la regarder, le collectionneur, celui qui, des années plus tard, dans un musée, dans une critique d'art ou simplement pour le plaisir, va acheter cette image et va lui donner une vie supplémentaire. Ce collectionneur qui n'est pas connecté aux deux premiers, l'auteur et le sujet, fabrique, entre guillemets, une image que le cadre participe à façonner. C'est-à-dire que c'est aussi parce que c'est un beau cadre et que cet objet dit quelque chose de l'intimité de celui qui l'a porté, que la photographie est plus qu'un moyen technique de capture du monde. Elle est aussi quelque chose qui... Il y a une force du dessin quand on a dessiné ou quand quelqu'un que vous connaissez a dessiné votre visage. Je suis resté sur des portraits, sur la photo anonyme, mais il y a quelque chose de l'affectif, en fait, qui fait que peut-être même un aïeul que vous ne connaîtriez pas, votre mère, votre tante, a gardé cette photo et la boîte, l'usure, quelque chose est resté de se passer, en fait. Roland Barthes, dans sa chambre claire, dit qu'il y a quelque chose de merveilleux. Enfin, je trouve que cette formule est merveilleuse, c'est que la photo nous permet de prouver que le passé a existé, en fait. Non pas le présent dans lequel on baigne, enfin, un temps donné, mais le passé. Voilà, quelque chose de ces gens peut, par nostalgie, par curiosité, venir nous parler, cet homme inconnu, deux photographes inconnus, 1850, collection du MoMA, il y en a plein les sites internet, me dit quelque chose de son humanité depuis le temps de disparition où il se trouve. Mais, vous voyez, la boîte, l'encadrement était déjà, je le disais le mois dernier, une possibilité de faire une histoire, mais il n'y a pas seulement une espèce de nostalgie là-dedans, il y a aussi quelque chose de la reconnaissance, en fait, du sujet qui est montré. Et on va le voir sur trois photographes qui étaient inconnus et qui vont le devenir qui vont ne plus l'être ensuite. Alors, je prends cette photo de 1867 qui vient toujours du livre de Denis Roche parce qu'il a, comme à l'accoutumée, un merveilleux commentaire sur le sujet. Il dit « L'homme s'est endimanché pour la circonstance ». Je lis un passage du texte. Il a remis le costume qui avait servi pour son mariage. On voit que c'est un peu serré là. Et qui ne resservira probablement que le jour de son enterrement. Il a cette air emprunté qui est de mise pour poser en plein air devant la toile dressée par le photographe ambulant, mais il a les deux pieds solidement posés sur la terre ardéchoise devant sa maison de paysan, sans doute, à l'entrée du pont de Rosières, près de Joyeuse. Et bien sûr, le costume aidant, le photographe, un imagier, ça c'est une formule qu'on trouve chez Rimbaud qui est intéressante. Voilà, ceux qui font les images sont des imagiers. On fabrique une image avec une sorte d'artisanat. Et là, on peut
avec Nassib Traboulsi qui dirige ce studio Déclic, imagier, c'est pas artiste. Il y a quelque chose de péjoratif dans l'artisanat de l'image, mais dont je crois qu'il pourrait parler. Grand imagier des populations villageoises, retouche les deux modèles, accentue les contrastes, il blanchit outrageusement le plastron de l'homme, les accessoires de la virginité de la fillette, et puis la robe, le voile, la cierge. Le cierge lui donne malencontreusement un visage de mulâtresse. Quant à l'homme, il lui goudronne littéralement le tour des yeux, et, complètement, à force de vouloir accentuer, on en fait un peu trop, lui blanchit la main, lui droite et croit judicieux pour faire ressortir la blancheur des ongles de lui noircir la main gauche. On a une main droite blanche et une main noire gauche, ce qui fait que Denis Roche regarde les photos de très près et il ajoute, mais quel document? C'est ça le rebondissement qui m'intéresse de vous citer. Cet homme qui est né avant l'invention de la photo est mon trisaïeul, dit Denis Roche. Il s'appelait François Bertrand et avait à l'époque 49 ans. Il est mort en 1906, l'année même qui voyait la naissance de ma mère. Il avait épousé Lucie Lalose en 1853 et c'est leur fille Lucie, alors âgée de 9 ans, qui fait ici sa première communion. Voilà, dès que se tresse un récit, et donc on y a même dans des photos anonymes disparues quelque chose d'une fiction, on suppose que ce sont des vrais gens, on ne peut pas s'empêcher de le supposer, qu'il y a quelque chose du passé qui vient nous conter quelque chose. Et Denis Roche ajoute quelque chose qui est merveilleux, puisqu'il va étudier dans son histoire subjective, le boîtier de mélancolie, en 100 photos, des récits d'artistes connus et de photos anonymes qu'il va régulièrement mettre dans son inventaire. C'est ma grande-tante Pauline Barrière qui m'avait donné la plaque photographique que voici, encadrée de noir, qu'elle conservait dans sa chambre, accrochée au-dessus du lit, près du crucifix. Sa maison, qu'on appelait dans la famille la maison du pont, est toujours là. Une grande terrasse à l'arrière, entièrement recouverte d'une tonnelle, permettait d'accéder à l'Auzeret, au bord de la rivière. Quelque chose d'une histoire personnelle de Denis Roche est dans cette image, qui partage dans un livre et qui, en un sens, me fait une belle jambe et en un sens, vient me faire regarder une photo pour laquelle j'avais aucun a priori favorable. Alors, on a la pratique technique qui peut être un élément de développement de la photo anonyme et une façon de le regarder. On a aussi une pratique usuelle, ouais, encore sur le site du MoMA, des photos de Paul Martin, qui est anglais, 1864-1944. On peut cliquer sur chacune des images et on a de la photo anonyme. Alors, on connaît l'auteur. Les trois que je vais vous montrer, on connaît les auteurs, mais ils ont chacun quelque chose à voir avec l'anonymat de la photographie. Ici, les gens, en fait. Paul Martin s'est assez tôt intéressé à la vie de tous les jours. Ici, des excursionnistes à Cromer. On est c'est le Victoria Museum de Londres. Si vous avez l'occasion, c'était vraiment une merveille à découvrir. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là? C'est pas seulement qu'il montre des gens. C'est pas seulement le regard sociologique en fait qui nous intéresse, comment les gens s'étaient habillés, ce que dit Barthes en appelant ça le studium. On a des infos dans chaque photo, comment il y avait de la typo sur les murs, les chapeaux, les tenues. En interviewant Jacques Doyon à propos de son film Rodin, il me dit je voulais pas qu'il y ait des chapeaux. Je lui dis mais il y en a plein à l'époque où vous filmez Rodin, pourquoi vous faites ça? Il dit ça m'intéresse pas ce geste de retirer son chapeau, ça nuit au jeu, au dialogue. Et donc, je me fous de savoir comment ça se faisait à ce moment-là. Je prends un parti pris. Contre ça, la photographie, dans sa part documentaire, ici, on voit le vendeur de glace qui se pointe. Il ne s'agit pas seulement de ça, pas seulement de documenter quelque chose qui a disparu et qu'on ne connaît pas. Il s'agit de voir dans la prise de vue ce que Paul Martin a voulu capturer. En fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que les personnages sont assez souvent lointains, ne sont pas en train de poser. Ils ont l'air, comme le décrivait Friso, de faire complètement autre chose. On dirait presque une photo ratée. Ils sont de dos. On devine ce qui leur arrive. Ils sont en train de mettre les pieds dans l'eau et de peut-être découvrir pour la première fois en excursion la mer. Et donc, ce qui est en train de se jouer dans cette photo anonyme, qui pourrait presque être d'un photographe inconnu, c'est qu'il y a une activité qui n'a pas l'air posée. Il y a quelque chose d'une pratique. Voilà, les gens qui sont là, ils s'en foutent d'être photographiés. En fait. Et il y a quelque chose à voir avec la photo anonyme qui est une première piste pour la qualifier.
la distance à laquelle le photographe se trouve de son sujet, non pas pour voler, puisque vous vous doutez qu'il va y avoir des tas de fois où le gamin, avec sa nouvelle petite voiture à Noël, doit poser, il ne bouge pas, attention, clic-clac, il y a quelque chose de l'intention, mais cette intention d'auteur, elle est en train de bouger en fait dans la photographie de gens anonymes. Premier exemple. Le deuxième exemple est redoutablement politique et il me permettra d'anticiper ce que je ferai le mois prochain sur la photographie politique. C'est que nous sommes en 1900 à la si bien connue exposition universelle à Paris. Et qu'est-ce qui est exposé que l'histoire a un peu oublié, un peu beaucoup? Un pavillon particulier, l'exposition des nègres d'Amérique, c'est pas rien. La voici expliquée toujours dans un petit extrait Wikipédia. L'exposition des Noirs américains, une expo sociologique dans le palais social. Donc, la place des Noirs américains était beaucoup plus regardée, intégrée aux États-Unis. Donc, l'exposition universelle intègre cet élément-là. Il y a dedans une statuette de Frederick Douglass qui est vraiment l'auteur qui est né esclave, qui va qui va s'émanciper, qui va se cultiver et écrire un des livres les plus impressionnants de ces années 1900. 4 volumes, il faut que vous découvriez ça sur DB-Book, une petite interface en ligne qui permet de télécharger des livres sur l'Afrique. L'exposition était un effort conjoint de Murray, bibliothécaire du Congrès, Calloway, et puis Webb Dubois, qui va être un des artisans de la reconnaissance noire américaine. Qu'est-ce qu'on y voit? 4 volumes avec 400 brevets officiels par des Afro-Américains. Donc, il s'agit de montrer que les Afro-Américains, ils font quelque chose, en fait. Ils ne sont pas en marge. Et des photographies d'enseignement, notamment des photographies du célèbre Thomas Askew. On a une bibliographie afro-américaine avec 1400 bouquins. Il s'agit de montrer la part culturelle des Afro-Américains. Voilà, Frederick Douglass, le livre merveilleux dont je vous parle. Thomas Askew, c'est lui, en fait. Et là, ce qui m'intéresse de dire en passant, c'est que le photographe noir qu'il est va prendre beaucoup d'images ici de musiciens noirs, ici de petites filles, d'ados, de familles, et que l'enjeu de l'anonymat, il est aussi politique, c'est-à-dire tous ces gens ne sont pas connus de l'histoire de l'art pendant longtemps. Et comment ça l'est? Je le découvre et vous le faites découvrir. Et tout simplement parce que ces gens-là n'étaient pas visibles, en fait. Ils n'étaient pas considérés tout à fait à égalité de droit. Ça mettra encore un peu de temps. Cet anonymat, il est, vous le voyez, dans la prise de vue des personnages anonymes peu connus, dans l'anonymat imposé, on va dire politiquement, qui fait que l'espace de la photographie, c'est l'espace social, en fait, celui de la vie de tous les jours et celui de montrer la vie de tous les jours, y compris montrer des choses qu'on ne veut pas voir. Et ça me donne le troisième exemple de ce merveilleux personnage de Belloc, qui est photographe autour de 1910 dans un endroit tout à fait pas recommandable qui s'appelle Storville, qui est en Nouvelle-Orléans, le quartier des prostituées et de la naissance du jazz, on va dire. Il suffira après, quand le quartier de bordel fermera, de suivre la ligne de chemin de fer pour emmener le jazz à Chicago pour qu'il s'électrifie. Donc, on a une vraie histoire urbaine. Qu'est-ce que fait Belloc à la Nouvelle-Orléans? Il est photographe. Il est photographe et il fait des photos officiellement comme un photographe ambulant de gens, mais on découvre à sa mort des tas de photos. Voilà, il fait des photos de la vie de tous les jours, mais des photos de dames toutes nues, pas mal. Alors, on a ces images de photographes ambulants comme ça se fait dans les années 1910. Vous avez compris que depuis 1850, la pratique de la photographie se fait partout. Des gens dont on ne sait rien, en fait, dont on a découvert les plaques bien après, mais pour lesquelles certaines de ces plaques, on a découvert qu'elles étaient un peu plus que des photographies de portraits demandées, commandées. Elles sont aussi des photos intimes, jusqu'à des photos de nus, des photos ouvertement pornographiques, puisque la pornographie ne vient pas du fait que la dame soit toute nue, mais du fait que son visage soit anonymisé en étant rayé et disparu. C'est-à-dire que les photos de Belloc sont une sorte de défi dans le temps à cet anonymat voulu
de photographes, de pratiques de la photographie qui sont voilà, des images porno. Elles ne sont pas éditées dans le journal et on n'en fait pas des grandes publicités. On va avoir, en 1851, que Félix Jacques-Antoine Moulin est arrêté pour détention de sujets obscènes. C'était la première fois en 51. Là, on est en 1911, donc la photographie est plutôt discrète sur le sujet. Et c'est finalement le masque d'anonymat qui donne une espèce de pertinence curieuse à l'objet photographique. Belloc fera le sujet d'un film tout à fait incroyable avec la petite de Louis Malle, avec Susan Sarandon et Brooke Shields, qui fera un scandale pour la raison de la place de cette jeune fille dans ce monde de la photographie et du bordel. Comme à l'accoutumée, Louis Malle est assez capable d'aller chercher les sujets de tension au cœur des images. Et vous reconnaissez Guy Les Bons Tuyaux, qui n'est pas qu'un vendeur de plans dans Starsky Hutch, mais un remarquable comédien qu'on retrouve avec ce chef-d'œuvre des années 80. Je reviens à mon histoire. J'ai les trois photographes, Belloc, Martin et puis Askew, me permettaient de passer du monde de la technique à celui de l'anonymat du temps, en fait, de la disparition. Et ce qui va nous intéresser maintenant dans cette deuxième partie, c'est avec Clément Chéroux et avec Friso, c'est cette idée qu'on puisse faire une histoire de la photographie de ces images anonymes. C'est cette quantité d'images, de millions d'images produites. On est vraiment sur des millions. Hein. Chéroux, dans la petite interview qu'il donne au moment de la sortie de son livre en 2014 à Art Press, il fait un entretien avec Étienne Hatt qui tient une rubrique dans Art Press qui est absolument remarquable en photo. Voilà, vernaculaire, c'est aussi ce que les Américains appellent homemade et qui échappe au marché globalisé. C'est-à-dire, on a des photographies qui sont l'autre de l'art, dit Chéroux, c'est-à-dire quelque chose qui c'est une façon de résoudre la question avant la fin, dans les 25 minutes qui me restent. La photographie amateur, elle va être une façon de questionner ce qu'est la vraie photographie, ce qu'est la photographie dont on a vu qu'elle commençait dans cette deuxième partie du 19e siècle à être reconnue comme un art, même si elle va mettre du temps, par des grands auteurs comme Daguerre, mais aussi Nadar, par des gens qui vont donner au vocabulaire de la photographie son propre ton. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, ajoute Chéroux, avec le gélatino-bromure d'argent, la photographie devient instantanée et entre de manière massive dans toutes les sphères de l'activité humaine. S'inventent alors des formes qui marqueront les avant-gardes, et c'est ça qu'on verra un peu plus tard. Alors, l'histoire que fait Chéroux et que je voudrais suivre, c'est comment ces images de rien, ces images à la fois de personnes et de on ne sait pas de qui, et qui montrent on ne sait pas quoi, comment elles arrivent jusqu'à nous. Ça, c'est un sujet absolument passionnant. Alors, il emploie le terme de vernaculaire parce que c'est pour ça que le sous-titre, c'est des histoires, c'est il faut qu'on voit comment on peut les classer. Partons du principe, si vous voulez bien, que notre enquête, qui n'aura pas d'issue, soit je voudrais montrer des photos amateurs, où les trouver, comment les ranger. Alors, le premier choix, on est en 1937, c'est écrit dans le haut de mon écran, c'est Beaumont Newhall qui va faire pour la première fois une exposition au Musée d'art moderne américain avec des photos médicales, amateurs et scientifiques qui essayent un audacieux centenaire hein, qui nous paraît très lointain, de classer l'ensemble de ces images qu'on va dire amateurs. Voilà à quoi ressemble l'exposition, dont on trouve des traces assez facilement, et la façon dont elles sont présentées. Les images sont côte à côte et l'enjeu qui est compliqué, nous dit Friso, l'autre commentateur sur lequel je m'appuie, c'est celui de classer par famille, en fait. Assez fréquemment, on va voir qu'il y a finalement 3 grandes expositions qui nous amènent jusqu'aux années 1990, c'est très peu, et un peu moins de 5 livres. Et chacun de ces livres, Friso le déplore jusqu'aux années 90, vont avoir tendance à ranger les images par famille, les enfants, les animaux, la pratique intime, le sport. Voilà, des familles qui finalement ne font pas une histoire, ne tracent pas une histoire. Parce que la question qui est un peu intéressante, si vous voulez bien que je relance l'intérêt, c'est de savoir
est-ce qu'on peut faire une histoire de la photographie vernaculaire amateur? Est-ce qu'on peut imposer les catégories de l'histoire, c'est-à-dire celle de tracer une ligne de sens, de signification entre cette pratique de l'image, ou est-ce que c'est hors de l'histoire? Et alors, quel rapport, si c'est une histoire, il aurait à la vraie histoire de la photo? Comment cette circulation se fait? Comment on les range? Puisque l'histoire, c'est ça aussi. Hein. Comment on va pouvoir, si elle n'est pas dedans, la montrer? Est-ce qu'elle a alors Friso et Chéroux insistent d'ailleurs, il ne s'agit pas forcément de. Parce que Chéroux a été conservateur de la photographie au Centre Pompidou. Hein, il dit il ne s'agit pas, toujours dans ce petit art presse, il ne s'agit pas de remplacer les artistes par le vernaculaire, mais de s'intéresser à la manière dont les artistes introduisent cette notion dans leur pratique. Par exemple, au musée de la photo à Bièvre, dans l'Essonne, il y a peu une exposition remarquable sur la façon dont les photographes professionnels faisaient de la photo intime amateur. Comment, quand tu es douaneau, tu prends en photo le petit qui vient de faire sa première dent. Est-ce que cette pratique de l'image, on prend le mot pratique exprès, est la même chose qu'un art en fait. La première présentation, là voilà, on est en 1937. Beaumont-Nuol, vous voyez, quand il publie un livre qui va être une histoire de la photographie, vous reconnaissez notre Eastman Kodak, qui est une façon pour lui de prendre en charge l'ensemble de la pratique photographique. En tout cas, la photographie comme une pratique, comme un usage de l'image à fabriquer et de l'image à diffuser. Le second livre d'importance, c'est ce livre American Snapshot de 1944, voilà, une exposition qu'on va retrouver en livre. Et donc, vous voyez que la mise en page fait courir un texte en même temps qu'il convoque des images côte à côte que j'ai capturées pour le plaisir de le fabriquer. Voilà. Une exhibition du folk art. Ouais, on a cette idée de folk qui est peuple, mais sans le côté populisme, populace qui peut avoir de péjoratif en français. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Bob Dylan et en face de Hugo Frey, cette idée de choses populaires, de campagne, de terroir a une connotation en France qui est très très différente des Américains qui cherchent toujours à écrire leur propre histoire. Et donc, regarder cette pratique de l'image quotidienne est une façon pour les Américains aussi, dans ces deux expositions de 37 et de 44, de se regarder eux-mêmes, de se montrer comme un peuple tranquille, comme un peuple qui est en fait, qui a quelque chose de, comme le dit le petit texte qu'on va parcourir un peu, la plupart des gens font de la photographie parce qu'ils veulent garder et préserver une expérience humaine, garder quelque chose qui s'est passé. Et le mot snapshot, on va le voir juste après. À quoi ça ressemble le catalogue? C'est un catalogue d'images dans lequel on peut trouver des merveilles qui nous rappellent des photos qu'on aurait prises nous-mêmes au bain, à la mer, avec le petit, en train de faire l'andouille, en train d'être heureux. Et vous savez aussi que notre conception de la photographie a évolué dans la compréhension qu'on a de la mémoire, en fait. On a sans doute, vous avez comme moi sans doute, mémoire de votre enfance en vous appuyant sur des images qu'on a faites de vous, qui fait que votre mémoire va se consolider sur une pratique entière. Là, on voit bien dans ce American Snapshot à quel point on n'a pas de notion d'auteur, on n'a pas de notion de cadrage, de savoir-faire, de quelque chose qui serait un peu plus fort que juste une prise de vue. On a du jeu, beaucoup. C'est là où on est dans une pratique. On va s'amuser avec l'image, on va s'amuser avec le plaisir de prendre la photo et du sujet qui est devant nous. On va avoir des choses qu'on pourrait qualifier en plus qui sont arrangés dans des catégories assez facilement, hein, de la vie quotidienne, de l'adolescence, de l'enfance, de quelque chose que Douaneau va aller volontiers piquer, qui fait que la photographie va venir convoquer un souvenir individuel chez celui qui regarde comme chez celui qui collectionne. Et voilà comment le rangement va commencer à prendre une place un peu différente. Encore l'American Snapshot de 44, voilà, des animaux, des bateaux avec, vous voyez, quelquefois cette intention de graphique qui fait qu'il y a en plus une porosité, même si celui qui prend la photo ne se pique pas d'être artiste, c'est là où il y a un enjeu d'auteur, va nous dire Friso,
il y a quelque chose du traitement graphique, de la recherche de cadrage, de la recherche de saisir quelque chose qui est au cœur de la pratique photographique, mais qui justement, dans la pratique amateur, quelquefois peut merder et va fabriquer des images connexes. Voilà. Ce que dit le livre que je voulais retenir, c'est un nouveau rôle des gens, people. C'est-à-dire que la photographie amateur, elle apporte un regard autre sur la vie quotidienne et sur la façon de regarder. Et là, on a déjà un deuxième décalage. On a dit que ça venait questionner l'histoire de l'art et la notion d'auteur, l'anonymat comme élément essentiel de la photographie amateur, mais en plus celle du fait que ce qu'on va regarder renvoie à celui qui collectionne, à celui qui même 100 ans plus tard regarde cette image et en est touché. Mais en plus, indépendamment de la sociologie de ce qu'on voit, est en train de nous dire ben, les gens, ils sont comme ça en fait. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la photographie amateur comme témoignage non pas d'une pratique du mariage que tout le monde a expérimenté, a dans son corps même vu, voilà, ça vous rappelle tout de suite des trucs, c'est que ce que rajoute Friso, c'est que cette pratique, il ne s'agit pas seulement de la pratique technique, le second critère de la pratique amateur, elle vient de la pratique manuelle gestuelle de la photographie. L'appareil est toujours à proximité de bras, l'instantané est la façon d'attraper sans grand calcul, sans précision. Tout cela tient dans le terme américain de snapshot, qui est à la fois le mot veut dire spontanéité. L'amateurisme serait une posture mentale, c'est-à-dire oh, je m'en fous, j'ai fait le truc un peu vite fait comme ça. Désinvolture, hâte, improvisation. Vous voyez à quel point la tension quand on est apprenti photographe, apprenti artiste ou quand on se pique de l'être, à quel point il n'y a pas de désinvolture, de hâte et d'improvisation. À quel point c'est vraiment l'art contemporain après la guerre qui va, on pourrait prendre la danse comme exemple chez Merce Cunningham, où le hasard va venir chatouiller la pratique et le savoir sérieux. Le claquement de doigts, snap. Voilà, snapshot, c'est ça. Ce qui fait que, nous dit Friso, et on va pouvoir avancer, le premier livre, et on était en 44, hein, le premier livre est de Brian Coe et Paul Getz, s'appelle Snapshot Photograph. Avec ce développement, Rise, de la photographie populaire, là, vous voyez, le temps s'est décalé, 1888, Gauguin, la pratique de la photographie qui nourrit, on l'a dit, l'art pictural. Et puis, dans ce livre, dit Friso, dans American Snapshot, un second livre juste après, le contre-pied de Brian Coe, c'est l'idée d'aller en porte-à-porte chez les gens. Voilà, ils ont une bourse pour faire ça. Ce second livre, après celui-ci, c'est celui-là, de Graves et Payne, va consister à aller chez les gens, leur demander des images. Et donc, on a, regrette Friso, finalement, des situations de famille cocasses, qu'on comprend tout de suite, voilà, complète visual statement. On n'a pas besoin d'explication ni de rationalisation. On voit, on comprend très bien ce que l'image est en train de raconter, peut-être même pourquoi on l'a prise et ce que ça raconte. Et ce que regrette Friso, c'est que finalement, les images amateurs ne racontent rien, mais celui qui les collecte pour les rassembler va avoir comme critère de montrer une espèce de quiétude américaine, quelquefois, voilà, une ligne simpliste, excluant toute provocation, avec un constat aimable d'une Amérique heureuse. On ne risque pas de voir les photos de prostituées de Belloc avec le visage rayé. Celebrate and remember, voilà, la raison d'être des snapshots, et on garde l'ensemble. Et ce que Friso regrette, parce que vous pourriez acheter ce beau petit livre pour 5 €, encore aujourd'hui, ben c'est finalement que cette espèce de préservation du temps, elle dit rien. Elle est une sorte d'imagerie en fait de ce qu'on voudrait retrouver de l'Amérique au moment où on le fait. Finalement, ça dit plutôt quelque chose du collectionneur. Et on est en train de glisser sur la troisième partie, c'est que finalement, la photographie amateur parle de celui qui les garde et de celui qui les conserve. Et de ce point de vue-là, va venir questionner ce qu'est la photographie sérieuse et son exposition. Le livre alternatif dont parlait Friso de Grève et Penn, voilà ce qu'il montre aussi de la photographie amateur tout à fait banale.
Et j'ai intercalé parce qu'on est en 89 et Friso va faire ce magnifique 3 volumes de l'invention de la photographie dans les éditions de poche qu'il va coordonner pour Delpire. Parce que Friso précise, après ce livre de 1977, c'est très tard, hein, il va inventorier des images américaines. On n'a pas l'équivalent en France, on est dans une histoire qui est devant nous. Je vous dis, colloque de 2020. Ce que Friso va décrire, c'est que la deuxième étape, on pourrait dire, pratique de la photographie intense, immensité d'images. Première étape, l'expo de 37 et de 44. Et puis, finalement, l'inventaire en livre, il se retrouve dans ce snapshot de Douglas Nickel en 1998 seulement. Voilà, ce que regrette Friso, c'est qu'il n'y a que 68 clichés de qualité muséale. Là, on a Douglas Nickel est américain, il y a vraiment une pratique de la photo depuis ces années 30-40 importante. Hein. Voilà, finalement, comment est-ce qu'il les a trouvés? C'est ça qui sont intéressants, c'est qu'il les a sélectionnés en les prenant chez un brocanteur, au marché de la photo, chez des collectionneurs. Alors, Friso se pose la question, en fait, quand on regarde ces images qui sont extraits de ce snapshot de 98, de Nickel, qu'est-ce qui est sélectionné, en fait? Qu'est-ce qui est gardé? Alors, Friso dit quelque chose de tout à fait brillant qui me sert d'amorce de fin. Finalement, ces images, elles sont remarquables parce qu'elles ont quelque chose en moins, en fait. Ce qu'elles ont en plus, c'est ce qu'elles ont en moins. Ce qu'elles ont en plus, c'est qu'elles seraient un peu particulières dans une pratique amateur et donc elles seraient un peu plus originales. Voilà, mais ce que Friso veut décrire, qui m'intéresse beaucoup, c'est que d'habitude, la pratique individuelle amateur, elle a toujours, en photographie, quand vous êtes un professionnel, il parle de surmoi, c'est-à-dire il y a toujours une sorte d'histoire de la photo, comme il y a une histoire de la peinture quand vous dessinez, qui est au-dessus de vous et qui parle, qui fait que vous vous confrontez à toute une histoire des images qui était avant vous. Dans la pratique amateur, il y a moins ça, en fait. Il y a moins un surmoi esthétique qui fait qu'on va juste vouloir bien faire, bien montrer ce qu'on vise pour que la scène soit lisible. Mais quelquefois, dans les snapshots, il y a quelque chose qui n'y est pas, qui n'est pas tout à fait le bien lisible. Et ce que finalement Friso révèle, c'est que la photographie, c'est d'abord déclencher une opération irréversible de fabriquer une image, qui fait que l'intention d'être artiste, l'intention d'être photographe, l'intention d'être auteur, ben, elle n'est pas là forcément. Et que les images qu'on voit, elles ont la banalité de n'être qu'une capture d'un temps qui n'est pas qu'affectif, qui est quelquefois une pratique un peu plus élaborée. Mais finalement, la disparition, je vous rappelle que le titre de l'article sur lequel je m'appuie, c'est cette idée d'autorat et d'autorité. Ben, quand elle est montrée par Nickel, regrette Friso, finalement, on a des choses inattendues, on a des choses qui ne sont même pas voulues par le photographe. Par contre, elles sont repérées par celui qui garde les images. Vous voyez, en décidant de mettre côte à côte cette image-là avec cette image-là, Friso dit que finalement, c'est celui qui sélectionne, le collectionneur, le collecteur, qui va être celui qui va ajouter une plus-value à la figure de la photo amateur. Le sélecteur a sa contrepartie, les photographies n'ont aucun auteur, les légendes ne sont que des titres descriptifs, on ne sait même pas à qui c'est, il n'y a pas de date, il y a seulement mentionné le collectionneur ou le possesseur. Voilà, finalement, ce que dit Nickel dans le livre, les questions théoriques les plus intéressantes des snapshots, c'est le pouvoir qu'elles ont sur nous, de quelle façon elles viennent nous chercher, de quelle façon elles nous parlent, de quelle façon on est des gens qui regardons des images. Alors, j'ai l'air de ne pas avoir avancé beaucoup, mais en fait, on a avancé beaucoup. C'est-à-dire, il pourrait y avoir une histoire de l'art sans auteur, une histoire de l'art par des images, mais qui ne sont pas une espèce de fil suivi continu. Ici, un livre de 2000 de Thomas Walter, qui va, là aussi, Anonymous, photographe de la Thomas Walter Collection, qui va faire l'inventaire. Voilà, l'auteur, ben, il est obligé de classifier, encore une fois, et c'est ça que Friso regrette, dans les livres que l'on vient de voir, même dans les années 90, on va ranger la guerre, la mort, la beauté, le portrait, l'enfance, les groupes, l'amour, les animaux. On va valoriser des clichés un peu étranges et surprenants, mais il y a tellement d'images, tellement de quantité d'images qu'on est obligé de sélectionner et de trier.
par des thèmes qui font pas une histoire, en fait, comme le dit Frisola, aucun critère n'est proposé. Alors lui, il en propose un dans sa nouvelle histoire de la photographie. Vous comprenez qu'elle est en 94, 33 collaborateurs, 1050 photos. Et elle intègre pour la première fois des catégories ignorées, les photos de presse, les magazines illustrés, les albums de famille, d'amateurs, de pratiques populaires. Voilà. Comment on peut élargir une sorte de vision de la photographie? Parce que ce que Friso propose, et je l'avais déjà évoqué, mais la conclusion est là, voilà, ces ouvrages nous proposent de sortir de l'histoire de la photographie qui aurait des hiérarchies entre les genres, entre les époques, entre les écoles, et une définition de la photographie qui serait entre l'image d'art et l'image documentaire, mais que petit à petit, lorsqu'on aborde ici au milieu la photographie populaire, point commun des ouvrages cités, les questions de hiérarchie et de niveau de représentation sont désamorcées. Il n'y a plus de hiérarchie possible. Le rangement par animaux ou par enfants, c'est bidon, ça ne marche pas très bien. C'est pourtant ce qui a été choisi dans ces moments-là. Et c'est pour ça que cette recherche est au cœur de notre histoire de la photographie en cours. On est au 9e épisode, venez, mais aussi au cœur des recherches des critiques d'art aujourd'hui. Voilà, comment on peut ranger l'ensemble. Voilà, ce que conclut Friso, c'est que les déterminants les plus prégnants habituellement de l'autorat des images et de l'autorité de celui qui choisit, ils sont questionnés continuellement. L'amateur, conclut Friso, c'est un opérateur, il dit bien opérateur et pas auteur, qui s'en fout un peu de la pratique amateur. Il met un dispositif en place et quelquefois, on le voit tout en bas, et l'amateur a des intentions minimales, évidentes, voilà, mais cette image dépasse parfois ses intentions. Et cette façon que l'auteur ait quelque chose de plus que ce qu'il a voulu permet de qualifier la pratique amateur. Et ce que finit de dire Friso, c'est que ce photographe n'est pas l'auteur de ce qui est enregistré en le prévoyant, puisqu'il s'est enregistré quelque chose malgré lui. La notion d'auteur ne marche pas pour la photo amateur. La photographie amateur signe la désaffection de la notion d'auteur, alors qu'au début de l'histoire de la photo, c'était au cœur du sujet pour la faire reconnaître comme art. Et pourtant, ajoute-t-il, dans ces photos d'amateurs, il y a des images qu'on peut qualifier de réussies, puisqu'elles n'émargent pas aux catégories canoniques de la photographie. C'est-à-dire quelque chose qui vient dans l'autre de la photographie, des images qui ne seraient pas rangeables dans un musée idéal de la photo, qui seraient, alors il dit intéressantes, qui diraient autre chose que ce qu'on est habitué à voir par la photographie. Vous savez que les marges, les marginaux nous apportent toujours un regard sur ce qui est au centre, et que ce qui est dessiné dans la marge est quelquefois plus nourrissant pour comprendre ce qui est au centre du sujet. Voilà l'intérêt que ça confère au récepteur, au regardeur, et qu'il soit fait des modalités photographiques pour distinguer ce qui fait exception. Voilà. À l'intérieur de ces milliers de millions de milliards d'images, il y a quelque chose quelquefois qui les rendrait intéressantes, qui dépasse le fait que ce soit un auteur ou une prise de vue techniquement parfaite, et qui fait que ça nous ferait regarder autrement les images qui sont autour de nous. Voilà pourquoi un des livres de 2014 de Friso s'appelle Toute photographie fait énigme. Il y a quelque chose, une question, je disais qu'on était des détectives, qui se pose à l'intérieur de la photographie tout le temps. Voilà, l'article sur lequel je me suis appuyé, Friso, amateur et anonyme, de l'autorat à l'autorité. Et puis ce livre dont je n'ai pas parlé, Photos trouvées, qui est aussi un très gros livre de 2006 chez Friso, dont l'intitulé nous permet d'aller sur autre chose, en fait, c'est-à-dire la collection, le hasard, le rapprochement des images entre elles va pouvoir être un guide pour comprendre la photo moderne. Et nous voilà en pleine conclusion. Voilà, retrouver cette petite question à Friso qui sont très intéressantes. En me baladant, voilà, des gens qui ont trouvé dans des appareils photo qu'ils ont achetés sur des marchés d'occasion des photos dedans d'amateurs inconnus, et voilà, ils scannent les photos, ils les mettent sur Internet, ils disent si quelqu'un retrouve, reconnaît d'où ça vient. Voilà, parce que ce que dit Friso, c'est que le photographe professionnel ou le photographe auteur met en œuvre des intentions par lesquelles il essaye de peser sur ce qu'il a perçu. C'est ce que vous payez quand vous allez au studio Déclic. Il y a quelque chose qui est voulu dans le cadre, dans l'image, dans la lumière, alors que l'ensemble des photos que nous regardons dans l'espace public, elles sont faites pour être repérées, estimées, distinguées, discernées. C'est là où le critique d'art va nous aider. Alors que quand nous portons les yeux sur des photos d'amateurs, ces appréciations et ces critères sont désamorcés. Et c'est la distinction principale, en fait,
de l'ensemble de ces images. Voilà, dans Photos trouvées, des images qui sont tout à fait étonnantes, en fait, qui sont en marge de ce qui pourrait nous intéresser. J'aime bien le chien qui est pas à l'endroit où il devrait être. Il n'est pas en train de poser avec tout le monde, il en a rien à foutre, il est hors cadre. Et ce que dit Friso, c'est que ces photographies sont, en quoi elles sont émouvantes ou étonnantes, notre regard n'était pas attendu. On n'attendait pas forcément, comme dans un musée, comme dans une exposition, que quelqu'un d'autre que l'auteur vienne les regarder un jour. Elle ne donne pas à reconstituer l'intention d'un photographe qui en serait l'auteur. On n'est pas en train, moi qui essaye d'expliquer en ramant et vous qui essayez d'expliquer à ma place, avec moi, contre moi. Voilà, on ne cherche pas à retrouver ce que l'auteur a voulu faire. On est hors des intentions. Ça, c'est une catégorie qui ouvre le champ de la photographie vers le photographie. Friso a participé en 2011 à Arles à une façon de revaloriser dans ce monde des images Internet, voilà, des petites choses qui se retrouvent un peu partout. Et je le disais, en 2020, c'est seulement un colloque autour de la photographie vernaculaire. Mon épilogue qui m'appellera pour l'histoire de la photo 12, 13, 14, j'ai parlé du fait que les images étaient politiques et qu'elles pouvaient, d'un sens particulier, en faisant disparaître ou apparaître du monde, se révéler. Alors, il y a deux choses qui sont passionnantes à éplucher. C'est que dans le livre, mais ça va très vite, rassurez-vous, en une minute, ça sera fini. Ces photographies amateurs qui ne sont pas dans l'histoire de l'art, qui ne sont pas dans les musées, qu'on a du mal à ranger, dans des livres très peu utilisés, que vous avez plein chez vous dont vous ne savez pas quoi foutre, quand ça fait 2 générations qu'on vous les passe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les regarde? Et si on les regarde, où est-ce qu'on les met? Il y a un enjeu passionnant qui va vous donner envie de venir le mois prochain, le mois d'après, avec moi, je l'espère bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le regard des surréalistes, en fait. Dans les années 1920-1924, déjà, les dadaïstes, avec le découpage de magazines et la pratique de la photographie usuelle qui fait qu'on va faire du photomontage à partir de magazines découpés, cette pratique, cet usage de la photographie va transformer la pratique des arts. Prenons 3 exemples simples. Ce que dit Walter Benjamin, qui est dans ces années 20 justement en train de penser à quoi sert la photo. Voilà, on sort d'une valeur culturelle et on va petit à petit avoir une sorte de valeur politique de la photographie. Chez Adjet, on a des photos qui ne sont pas des photos d'art, des photos de documents pour artistes. Mais c'est Bérénice Abbott, qui est proche de Man Ray, qui va rencontrer Adjet juste avant qu'il ne meure et qui va lui dire, en fait, quand on les regarde autrement, votre photographie, Benjamin disait qu'on a l'impression que c'est une scène de crime où il faut trouver quelque chose. C'est le regard moderne qui va changer d'un document banal, faire quelque chose d'autre, en fait, qui n'est pas que de la sociologie, qui n'est pas qu'une observation sur comment c'était avant, comment on posait des affiches, comment les réverbères, comment les rues, comment Paris. Ce n'est pas de la nostalgie du tout, c'est que notre attitude moderne du XXe siècle va être d'être plus actif dans l'image, d'être celui qui cherche, comme un détective, comme on vient de le faire, à comprendre dans l'image qu'est-ce qui peut se passer. Et le statut d'être un document anonyme ou d'être un document tout court va changer de nature à partir du moment où des artistes vont utiliser ces documents, se les réapproprier et un peu comme un disjockey prend un extrait de musique, va les remonter et va faire de la pratique de l'image autre chose. Deuxième exemple qui est proche de Adjet, celui des photos du merveilleux Boifard, des photos de rue, je pourrais dire à la con, c'est-à-dire des trucs, on ne sait même pas où c'est, on ne sait même pas quand c'est. Et je dis sciemment, j'emploie cette expression-là, parce que ces photos-là, elles sont dans le livre de Breton, Nadja, le livre de naissance quasiment du surréalisme. Elles sont là parce qu'elles permettent de ne pas faire de description. Elles permettent, dans une espèce d'audace étonnante de Breton, de mettre des images telles que, sans légende, sans explication, sans nom d'auteur, et souvent ça va être celle de Boifard lui-même, on mettra du temps à savoir que c'est lui qui les a faites, parce que Breton fait 2 choses. Il dit, c'est pas la peine de décrire, on va mettre la photo. On va prendre une distance à l'égard du réel. Voilà, quelque chose qui est tout à fait moderne et qui est une pratique nouvelle de l'image.
Chéroux dit d'ailleurs que les images conservées à Breton, même si elles datent du 19e siècle, doivent pouvoir commencer à entrer dans les collections de photos de Beaubourg. Le même Boiffard participera, c'est pas sans importance, on y reviendra plus tard, à la revue Documents avec beaucoup d'autres qui se sont écartés de Bataille notamment, et qui a un rapport à la photographie passionnant, du mouvement surréaliste qu'il trouvait un peu pénible et un peu tendu sur le sujet de la photographie et de l'image. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Jacques Boiffard, parenthèse surréaliste, une façon de convoquer les images, de les transformer et de les regarder tout à fait autrement. J'en profite pour vous dire qu'au sous-sol de Beaubourg, il y a régulièrement des expositions de photographie gratuites merveilleuses. Voilà, on va utiliser les images de Boiffard pour comprendre petit à petit qu'il y a quelque chose d'un peu plus intriguant que prévu. Et la dernière pratique, nous dit Chéroux, c'est que je suis passé un peu vite sur ces images de graffiti qui ont passionné Brassailles, qui font que des documents de murs, de la vie de tous les jours, vont devenir des sujets de livres, et toujours dans la vague du regard nouveau des surréalistes. Mais on pourrait faire un dernier déplacement, en fait. C'est que vous vous souvenez peut-être qu'Henri Fox-Talbot, au tout début de la naissance de la photographie, regardez comme une photo documentaire va prendre un sens différent, et ça me sert de conclusion quand les artistes le regardent autrement. Au début de la naissance de la photographie, on est dans les années 1830-40, Talbot va poser sur la plaque sensible une feuille d'arbre, une branche, et va faire des images sans appareil photo. Finalement, ce qui n'était qu'un témoignage du tâtonnement de la photographie, Chéroux le met en vis-à-vis de l'invention des rayons X par Röntgen, la découverte qu'à l'intérieur du corps, en dessous, il y a autre chose comme image, et il le rapproche des photographies très étonnantes, des photogrammes que va faire Man Ray et Moholy-Nagy, celui-ci dans l'école du Bauhaus dans les années 20, et celui-là, voilà, Moholy-Nagy va poser des objets de la vie de tous les jours, des louches, des ressorts, sa main, et va faire des photos qui sont la naissance de la photographie abstraite. On voit à quel point le document lui-même, le traitement de l'image brute, peut se retrouver réinvesti par les artistes surréalistes. Au mois prochain, bien sûr. Avec plaisir. Un regard modernisant plus que simplement moderne, c'est vrai ça. Classer la photographie vernaculaire selon l'évolution technique des appareils photo, mise à disposition des amateurs plutôt que par thème photographique. C'est un des enjeux, c'est-à-dire cette image des artistes. Je vais remettre pour finir ma bibliographie qui fait qu'on va pouvoir se dire coucou. Cet intérêt pour l'image amateur ne peut pas être que sociologique. Il est une façon de questionner l'histoire de la photo, une façon de questionner l'histoire de l'art et du modèle et de l'intention de l'auteur comme critère central, et enfin comme possibilité de réappropriation des images par les gens qui pratiquent ces images. Au mois prochain, merci à vous et merci au studio Déclic.